La semaine européenne du développement durable a débuté mercredi, elle va se terminer le 8 octobre. Alors c'est plus qu'une semaine, mais pour notre invité, le développement durable, c'est tous les jours, toutes les semaines de l'année. 15 reçoit aujourd'hui Myriam Daman. Bonjour Myriam. Bonjour. Myriam, je suis obligée de vous présenter en deux parties. Le jour, vous êtes en charge de la sensibilisation et de l'éducation au développement à l'AFD, l'Agence française du développement. Et l'un de vos sujets de prédilection, c'est les questions environnementales, climat, biodiversité, changement climatique. Cette sensibilisation, vous la mettez en œuvre via le média Tilt, qui a pour but de sensibiliser les jeunes aux grands enjeux mondiaux. Et la nuit, vous enfilez votre costume d'autrice de livres jeunesse, des ouvrages illustrés en français et en anglais. D'ailleurs, à propos de langue vivante, tilt, c'est un mot anglais. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tilt, c'est pas forcément un mot anglais. L'idée de départ, c'était quand ça fait tilt, c'est de parler du déclic, du moment où on comprend du moment où on a envie d'agir, de s'engager, etc. Donc c'était vraiment cette idée-là, c'était provoquer des déclics chez nos lecteurs et lectrices. Et à quel moment chez Tilt, ça a fait tilt ? Ça a fait tilt en 2021, puisque c'était le moment où Tilt a été lancé. Il y avait déjà une mission de sensibilisation du grand public et de la jeunesse en particulier à l'Agence française de développement, mais qui était principalement événementielle. Donc c'était plutôt aller dans des festivals, aller dans des grands événements, parler au public en direct. Et le Covid est passé par là, donc confinement, chômage technique. Et c'était un petit peu l'idée de comment on peut sensibiliser autrement et aussi comment on peut capitaliser dans le sens où quand on rencontre les gens en marge de festivals, etc., il faut un petit peu toujours recommencer à zéro. Il n'y a pas de fidélisation, c'est-à-dire que quelqu'un justement qui a fait tilt, après on le lâche dans la nature tout seul. Et l'idée de cette chaîne, c'était de pouvoir aussi construire une forme de communauté. Et pendant qu'on en est aux définitions, AFD, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que c'est ? AFD, l'Agence française de développement, c'est une institution publique qui est une banque de développement qui finance des projets dans la santé, l'éducation, la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, l'égalité femmes-hommes, etc. Dans plusieurs pays du monde, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Et donc qui a vraiment cette mission de financement principalement et la mission de sensibilisation, elle est on va dire un petit peu plus périphérique, mais elle est aussi très importante à la fois en termes de redevabilité, puisque donc qu'on puisse dire au grand public qu'est-ce qu'on fait, ça c'est un peu le rôle de la communication interne, et nous on essaye justement d'expliquer les enjeux, parce que pour que les gens s'intéressent à l'action de l'AFD, il faut déjà être convaincu quelque part que le climat c'est un enjeu, que la biodiversité c'est un enjeu, que l'égalité femmes-hommes c'est un enjeu. Et comment on fait pour convaincre les gens, et a priori la jeunesse, que le climat, les changements climatiques, c'est un enjeu ? Alors nous, l'approche qu'on a, elle est... donc, comme tu l'as dit en introduction, Tilt, c'est un média digital. Donc on est principalement sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, et on a un site internet. Donc quelque part, la stratégie, c'était aussi d'aller où les jeunes sont, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes, et en particulier dans la tranche 15-30 ans qui nous intéressent, qui trouvent leur information sur les réseaux sociaux. Donc c'était aussi d'aller leur parler là où ils sont quelque part. Et on s'appuie sur une espèce de double expertise, puisqu'on a la chance à l'AFD d'avoir plein d'experts et d'expertes sectoriels, des gens qui vont sur le terrain, qui vont du coup pouvoir nous aider à construire nos sujets pour parler de climat, de biodiversité, etc. Mais aussi on a tout un écosystème partenarial. On travaille avec plein d'associations, d'autres institutions, donc par exemple Oxfam, Action contre la faim, le RESES, la plateforme Océan Climat, etc. etc. Et l'idée, c'est de se faire aussi l'écho de leurs actions de plaidoyer, de venir un petit peu travailler ensemble les messages qu'on veut porter. Et très concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site internet de Tilt ? C'est quoi ? C'est des articles, c'est des vidéos ?
Alors, donc, comme je disais, on a 3 plateformes, YouTube, Instagram et le site internet. Et la façon dont on travaille, c'est qu'on essaye d'avoir des contenus qui soient assez fluides entre les plateformes et de s'adapter au mieux aux contraintes de chacun et de chacune, et notamment des algorithmes. Donc, par exemple, très concrètement, sur Instagram, il faut faire des contenus courts parce que c'est ça qui marche, c'est ça qui est vu, etc. Donc, on va avoir soit des carousels, donc des différentes images qui vont reprendre une définition, expliquer un concept. Par exemple, c'est quoi une espèce endémique, c'est quoi le réensauvagement. Et à côté de ça... C'est quoi une espèce endémique? Une espèce endémique, c'est une espèce qui ne vit qu'à un endroit géographique, qui s'est vraiment développé sur une petite partie du monde. Et donc, c'est des espèces qui sont particulièrement fragiles, notamment aux pressions humaines et au dérèglement climatique. Par exemple, le panda roux, c'est une espèce endémique. Mais donc, ça, on peut l'apprendre via des carousels sur Insta. Et donc ça, on a la version un petit peu courte, light, avec des images sur Instagram. On a la version plus longue, avec un article plus fouillé sur le site. Pareil, on a des vidéos, on fait des interviews d'experts et d'expertes. Et donc là, on va avoir aussi une version courte sur Instagram, 3 minutes, et une version 15 minutes sur YouTube, où on prend plus le temps d'entrer dans les détails. Quand on a une série aussi qui s'appelle Nuance, où le principe, c'est il y a un incarnant ou une incarnante. Donc dans la saison 1, c'était Simon Puech, et là, on travaille sur la saison 2 avec Manon Bril, qui sont 2 influenceurs YouTube, mais qui portent un certain engagement, qui sont déjà très dans des sujets de décryptage. Donc on travaille avec eux, et pour incruster aussi des interviews d'experts et d'expertes donc sur certains sujets. Là, typiquement, on parlait avec Action contre la faim, on est en train de préparer le prochain sujet. Le sujet, ça sera la faim comme arme de guerre. Donc, voilà. Et donc ça, on va avoir une version aussi sur YouTube de 8 minutes où on va fouiller un petit peu, aller plus dans la nuance, le détail, etc. Et une version courte sur Instagram qui est un extrait en fait de cette interview. Vous avez évoqué les réseaux sociaux et justement, c'est, j'imagine, un enjeu pour vous à l'heure où il y a énormément d'influenceurs, de comptes qui peuvent parler plus ou moins bien des questions des changements climatiques et des bouleversements climatiques. Comment est-ce que Tilt arrive à se faire une place là-dedans? Parce que l'AFD, ça peut être un peu flou, voire complètement inconnu pour un public jeune. Donc comment est-ce que Tilt arrive à s'imposer dans la jungle des réseaux sociaux? Alors, il y a plein de dimensions pour répondre à cette question. La première, c'est que déjà, on ne s'impose pas en tant qu'AFD. C'était tout l'objectif de créer une marque qui était Tilt. C'est justement de ne pas marcher sur les plates-bandes de la communication institutionnelle. Donc, l'AFD communique sur ses propres réseaux, sur ce que fait, finance l'AFD, etc. Nous, on est vraiment, on est assez séparés parce qu'on va vraiment parler des enjeux et on n'a pas forcément cette casquette institutionnelle, même si évidemment, c'est tout à fait transparent, on ne cache pas du tout qui on est, et puis on mobilise des experts de l'AFD, mais le but, c'est d'abord de parler des enjeux et pas forcément de parler uniquement de ce que fait l'AFD, et puis il y a toute cette logique partenariale dont je parlais. Donc ça, c'est un État dans l'État. On est un petit village au bord de la mer, voilà. Donc ça c'est un premier point, mais qui est quand même assez important. Et ensuite, comment on communique sur les réseaux, comment on gère un petit peu toutes ces questions d'influence, comment on crève les bulles de filtre. J'ai l'impression que c'est la question que tout le monde se pose. Nous, il y a peut-être 2 aspects là-dessus. Le premier, c'est que même si, évidemment, quand on produit des contenus, on a envie qu'ils soient vus. C'est pas notre seule boussole. Donc, les réseaux sociaux, Meta, c'est un lieu fantastique de créativité. C'est aussi un lieu qui a ses limites. Et notamment, on sait, nous, on en a fait l'expérience en direct, et beaucoup d'associations en font l'expérience en direct. Il y a certains sujets qui sont très, très, très durs à porter. Par exemple, nous, quand on fait des sujets sur les règles, la précarité menstruelle, quand on parle de droit à l'avortement, quand on parle de militants LGBT à travers le monde, c'est des sujets qui sont invisibilisés par l'algorithme, donc sur YouTube ou sur Instagram. On
ne peut pas les médiatiser. Et on a une forme de sanction derrière où, quand on va parler de droit à l'avortement, non seulement le contenu en lui-même sera invisibilisé, on aura une baisse d'audience, Meta refuse la médiatisation, donc on ne peut pas le diffuser à un très grand nombre, mais en plus, on constate que derrière, nos contenus sont moins vus pendant un laps de temps. Mais notre mission étant ce qu'elle est, évidemment qu'on ne va pas arrêter de parler de ça. Donc notre but n'est pas uniquement de faire des choses qui marchent, on accepte de parfois faire des sujets qui seront plus durs à porter parce que c'est notre mission, parce que c'est notre ligne éditoriale et donc le but c'est pas juste de faire un max de likes et de vues. Maintenant, évidemment, on ne veut pas rester dans l'ombre et se parler juste à nous-mêmes, ça n'aurait aucun intérêt. Donc comment on fait pour essayer de diffuser nos contenus au plus grand nombre ? Il y a plusieurs leviers. Le premier, c'est ce que je disais sur la médiatisation. Donc ça, c'est ce qui permet de sponsoriser des contenus et donc de les diffuser au-delà des gens qui nous suivent déjà. Ça allait être ma question. Comment on fait pour sortir un peu du microcosme qui peut-être est déjà sensibilisé aux questions et aux enjeux que vous abordez ? C'est exactement ça. Donc il y a des gens qui nous suivent, on est super contents d'avoir une communauté et donc ça c'est super important et puis ça construit une relation dans la durée. Pour autant, on ne veut pas parler que à des gens déjà convaincus. Donc on médiatise certains de nos contenus, donc ça veut dire qu'ils seront vus par des gens qui ne nous suivent pas et donc aussi par des gens qui ne sont pas d'accord et ça on voit, alors le revers de la médaille, c'est que parfois il y a des commentaires qui ne sont pas toujours très sympas, mais quelque part c'est un indicateur qui nous montre que on ne parle pas que à des gens convaincus ou qui pensent exactement comme nous. Il y a la façon de construire le côté un peu édito. Donc on sait que par exemple sur Instagram, les vidéos sont très poussées par l'algorithme et donc elles sont vues même sans payer, entre guillemets, par des gens qui ne suivent pas les reels, on les voit un petit peu comme ça. Donc ça c'est une façon un petit peu de penser les contenus, de se dire ok, comment je peux parler de biodiversité et de trouver des accroches insolites, donc se dire tiens, il y a une info, c'est les capybaras qui envahissent une ville en Argentine parce qu'elle a été construite sur leur domaine et donc ça c'est insolite et ça plaît et puis c'est une petite porte d'entrée pour derrière parler du sujet. Mais c'est quoi les capybaras alors? Les capybaras, c'est un des plus gros rongeurs du monde, ils ont une tête très mignonne, je vous invite tous à aller regarder ce que c'est un capybara. Ça a une tête assez rigolote. Certains trouvent les rats parisiens très mignons aussi. Oui, mais un capybara, c'est quand même plus sympa. Donc ça, c'est une chose. C'est comment on construit nos sujets pour que ça soit attrayant, qu'on ait envie d'en savoir plus, qu'on se dise, c'est marrant cette info. Avec beaucoup de blagues, je tiens à le dire. Tilt aime beaucoup les jeux de mots et les blagues. Oui. Et on met tilt partout, on met tilt dans tous nos noms de contenu. Et la dernière, c'est le travail avec les influenceurs, puisqu'on travaille aussi avec des influenceurs et des influenceuses. Et là aussi, c'est toute une... Alors vraiment, on n'a pas du tout la recette magique et je pense qu'on est très nombreux à se poser la question de ok, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous, notre approche, c'est on travaille évidemment avec des gens qui sont affinitaires. Il y a des influenceurs et des influenceuses qui sont déjà engagés, qui parlent de sujets d'écologie. Donc tout à l'heure, je parlais de Manon Bril, elle est sur le sujet du féminisme. Elle porte déjà très sincèrement toutes ses positions et ses messages. Donc ça, c'est assez, on va dire, facile et organique et intéressant pour nous. Et puis on se sent, on a envie en fait de travailler ensemble. On sait que c'est pas juste une question d'argent, même si évidemment ils sont rémunérés. Mais et après, c'est ok, comment on touche aussi des gens qui ne vont pas être dans notre bulle affinitaire. Et là, la grande difficulté, c'est d'arriver à aller travailler avec des influenceurs qui ne sont pas hyper engagés, mais qui pour autant ne vont pas être non plus complètement dans une... on n'a pas envie de servir de caution non plus, on ne veut pas être dans une démarche de washing. Et donc là, c'est comment on trouve une façon sincère de le faire. Et une des façons qu'on trouve, par exemple, nous, on a une série qui s'appelle Sportive, qui parle des enjeux que rencontrent les athlètes professionnelles féminines dans leur pratique et comment elles font bouger les lignes, que ce soit sur le sujet de la santé mentale, que ce soit sur le sujet des menstruations, de la maternité, de l'écart salarial avec les hommes. Donc il y a toutes ces questions-là. Et bien là, on s'est dit, ok, super opportunité de travailler avec des influenceurs qui parlent de sport.
et qui sont pas forcément, qui ont des contenus de qualité, hein, qui ont des contenus qui vont être bienveillants, intéressants, etc. Mais ça va sur être le une sport porte d'entrée pour toucher un public plus large. Et donc ça, c'est une façon d'essayer d'élargir notre bulle en restant le plus sincère possible, et avec la personne aussi, il faut que ça soit pas opportuniste, mais de se dire, ok, il y a peut-être des gens qui suivent, des influenceurs sportifs, et puis qui vont trouver ça intéressant de parler aussi de, ok, les athlètes féminines, c'est quoi les problématiques aussi sur cette vision un petit peu d'égalité avec les hommes. Donc c'est une façon d'ouvrir un petit peu les bulles. À l'heure où l'éco-anxiété est de plus en plus répandue chez les jeunes, c'est ce phénomène de peur, d'angoisse que peuvent susciter les bouleversements climatiques chez la jeunesse. Comment on fait pour parler de ces questions-là sans être complètement déprimant ou sans justement nourrir cette éco-anxiété ? Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure donc comment on touche les jeunes pas convaincus, mais il y a aussi effectivement comment on accompagne les jeunes convaincus. Et potentiellement un petit peu angoissés et déjà, et vraiment, moi je le souligne à chaque fois qu'on parle d'éco-anxiété, le problème, c'est pas l'éco-anxiété, hein, c'est normal d'avoir une certaine angoisse face à la crise climatique. Il ne faut pas véhiculer le message que c'est la faute des personnes qui seraient trop sensibles, etc. Je pense que toutes les personnes engagées dans le climat ressentent à un moment ou à un autre une certaine angoisse. Ensuite, comment on fait pour pas juste générer et rester embourbé dans cette angoisse? Nous, la voie qu'on a choisie chez Tilt, c'est, comme tu le soulignais, l'humour. Donc on essaye d'apporter de la légèreté, de l'ironie, de faire rire aussi, d'avoir une façon d'aborder les sujets qui soit agréable et amusante. On travaille beaucoup aussi avec le biais artistique. C'est ce que j'allais dire, la charte graphique, tout le design de votre site et de vos réseaux sociaux est très plaisant, hyper imagé, coloré. Merci. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc important pour nous, la charte graphique, les couleurs, etc. Et puis la relation de travail avec plein d'artistes. On a la chance d'avoir des chouettes collaborations, que ce soit avec des illustratrices, illustrateurs de bande dessinée, avec des graphistes, avec des photographes. On a un partenariat pédagogique avec l'école des Gobelins, qui est l'école de l'image, donc des étudiants qui travaillent en motion design. Et ça, c'est vraiment, par exemple, intégré dans leur parcours de formation. Moi, je briefe une classe et puis sur base de ce brief, ils produisent des films d'1 minute qu'on diffuse sur Tilt et qui sont souvent hyper chouette, hyper beau, très drôle. Et c'est aussi une façon de laisser dans notre média une place à la jeunesse pour qu'ils s'adressent à leurs pairs, parce que là, c'est des étudiants qui ont une vingtaine d'années et donc ils créent ces contenus-là et c'est adressé à la cible, donc c'est des gens de leur âge, quoi. Transition toute trouvée pour votre deuxième costume, celui d'autrice de livres destinés à la jeunesse. Alors, il y a un lien entre les deux, je pense, entre votre travail au sein de Tilt et entre votre travail d'autrice. Quel est-il ? C'est moi. C'est vous. Non, c'est... Alors, je pense qu'il y a un lien qui est assez évident, alors qui est particulièrement présent dans un de mes livres, qui est celui-ci. 10 idées reçues sur le climat. Exactement, donc qui est un livre là où on est plus dans la vulgarisation scientifique, puisque moi, avant de travailler pour Tilt, j'étais en plus dans l'équipe climat à l'AFD, donc c'est vraiment un sujet que je porte au fond de mon cœur. Et donc là, voilà, ça c'est vraiment la rencontre assez évidente de mes deux casquettes, mais j'écris aussi pour les plus jeunes, puisque j'ai quand même une majorité de mes livres qui sont plutôt des albums destinés à des enfants, on va dire, qui ont entre 5 et 10 ans, quoi, selon les livres. Et là, ça va être plus sur un lien avec le monde vivant, avec la nature, la volonté de transmettre une certaine forme d'émerveillement, des questions qui sont abordées, on va dire, plus sous un angle peut-être poétique que frontal et didactique, comme ce livre-là. Donc ça va être avec un petit peu une porte vers le conte et le merveilleux, etc. C'est ça, que ce soit le roi ensommeillé ou la fille aux 4 vents, il y a un univers très inspiré des contes.
La fille aux 80, c'est qui la fille aux 80? La fille des 80, pardon. C'est elle, donc c'est Nin Lil, qui est dans l'histoire une jeune fille orpheline à la naissance qui est embarquée par les 80. Et donc j'ai repris les figures mythologiques des 80 de la mythologie grecque. Et puis il y a toute une quête. Elle va rencontrer une magicienne oiseau, Pi. Il y a plein de questions un petit peu, on va dire, en creux sur le monde des hommes, sur la question de la liberté, etc. Mais c'est vraiment de la fiction et puis et ça reste un conte pour enfants. Mais je pense qu'on sent, en tout cas j'espère, qu'on sent une forme d'émerveillement vers la nature et une conscience de sa fragilité. Parce que pour vous, ça doit se produire dès le plus jeune âge, cette sensibilisation aux enjeux de la biodiversité. Alors je pense que de toute façon, on ne peut pas y échapper. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, et je peux comprendre l'angoisse de certains parents qui veulent protéger leurs enfants de choses qui seraient peut-être trop angoissantes pour eux, etc. Mais je pense qu'en fait, de toute façon, les jeunes, ils sont confrontés, et ils sont confrontés très tôt, que ce soit parce que c'est quelque chose qu'on va entendre à la télé, parce que c'est dans les conversations, c'est à l'école, etc. Et donc pour moi, la question, c'est pas tellement est-ce qu'il faut sensibiliser ou pas, la question, c'est comment on accompagne cette prise de conscience, justement pour pas que ça se transforme en angoisse ou qu'il y ait des fausses informations qui soient assimilées par l'enfant, etc. Donc c'est plus, voilà, comment on crée un dialogue, comment on l'accompagne, comment aussi on peut faire en sorte que ça soit un sujet qui soit vécu par les enfants sur un mode qui ne soit pas celui de l'impuissance totale. Myriam Daman, en charge des questions climat du Médiatilt au sein de l'AFD, et le soir avec son costume d'autrice de livres jeunesse. Vous êtes une femme très occupée, je vous laisse aller enfiler le costume de votre choix. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été l'invitée de 15. Merci beaucoup. Et à très vite. À très vite.